Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Andrea Bonnier, je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bonne fête de l'amour, bonne fête des amoureux. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Aujourd'hui, l'émission est assez chargée. C'est sûr qu'on va parler d'amour, mais tout de suite, on veut parler du mois du patrimoine avec notre grand historien Michel Prévost. Et Michel, c'est sûr que discuter avec toi pour juste 15 minutes, ça ne serait pas suffisant. Donc, première question pour toi, pourquoi se rappeler de commémorer le mois du patrimoine franco-ontarien? En fait, ça fait déjà plusieurs années que le mois de février est le mois du patrimoine de l'Ontario français, mais aussi à Ottawa-Gatineau. Et c'est un mois pour nous rappeler que le patrimoine, c'est important et que c'est très varié. Alors, quand on parle patrimoine, les gens pensent beaucoup patrimoine bâti, parce que c'est souvent ça qui est dans les médias. Un bâtiment est menacé de démolition, un incendie, les églises, quels sont l'avenir des églises. Mais le patrimoine, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et évidemment, comme j'ai été l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa pendant une trentaine d'années, le patrimoine archivistique, c'est la mémoire, mais on peut parler de l'archéologie, de la généalogie, du folklore, le patrimoine religieux, le patrimoine industriel, historique, évidemment. Alors, pendant ce mois-là, c'est une occasion pour les organismes du patrimoine, les sociétés d'histoire, d'organiser des événements pour rappeler que c'est important notre patrimoine, puis aussi qu'il est souvent pas assez connu, menacé aussi dans bien des cas. Là. Il y a le journal Agricom là, de l'Union des cultivateurs franco-ontariens et je viens d'écrire 2 articles sur le patrimoine agricole. Qui est menacé aussi, mais quand on parle de patrimoine, on pense surtout franco-ontarien beaucoup plus à nos belles églises, les beaux bâtiments, mais on oublie que le patrimoine agricole aussi, ça fait partie de notre histoire. Peut-être qu'il y a un lien entre tous ces patrimoines, comme par exemple le patrimoine généalogique peut avoir un beau lien avec une bâtisse, une histoire en arrière. Puis les archives. Comment est-ce qu'on documente? Si on veut restaurer un bâtiment, il faut avoir des photos anciennes, il faut avoir des documents. Et oui, par exemple, quand on fait une visite guidée, un autre exemple, la toponymie aussi fait partie du patrimoine. Le nom des quartiers, pourquoi ça s'appelle Richmond ici? Il y a toute une histoire derrière ça. Cela dit, on devrait penser au patrimoine à longueur d'année, bien sûr, mais le mois de février est une bonne occasion pour y réfléchir. Et au départ, c'était une journée. C'était toujours le 3e lundi de février. Puis on avait pensé avoir un congé, un jour férié, mais finalement, c'est le congé de la famille. Ensuite, il y a eu la semaine, puis là, on a réalisé que tous les organismes organisaient leur activité la même semaine. Alors, les gens ne peuvent pas aller partout. En 7 jours, ce qui fait que maintenant, on a étalé ça sur tout le mois. Et puis ça, c'est très intéressant là, quand on parle de ça. Je pense que jeudi, on va avoir Daniel Pégoré-Yuguri, pour venir nous parler de tout ce qui va se passer durant ce mois-là. Elle est du réseau du patrimoine franco-ontarien. Et je pense que tu as une activité avec eux. Oui, en fait, non, c'est pas avec eux. Il y en a d'autres. Okay. En fait, il y a plusieurs activités. Aujourd'hui, on fera pas le tour, là. Et juste avant qu'on commence le calendrier, le mois du patrimoine aussi, ça peut être l'occasion pour souligner des anniversaires importants pendant l'année. Et cette année, c'est le 175e anniversaire de l'Université d'Ottawa. Alors, c'est une des plus anciennes institutions dans la région. Si on est à Québec ou Montréal, 175 ans,
temps, c'est peut-être pas si extraordinaire, mais ici, il y a seulement que l'hôpital d'Ottawa, là, qui a été fondé en 1845, l'archevêché catholique d'Ottawa, 1847, et l'Université d'Ottawa, 1848. Alors, ce mois-là me permet de rappeler ce beau 175e. Je vous rappelle qu'il y a les archives à l'université, il y a plus d'1 million, puis je vous invite à lire... 175 ans, oui, et je vous invite à lire mes chroniques dans le Journal de droit, mes pages d'histoire. Il va y avoir beaucoup d'articles sur le 175e. Là, tu parles d'articles aussi. On pourrait parler aussi de ton émission Promenade dans le temps qui passe sur les ondes de TV Rogers. Vous pouvez aussi regarder ça comme ça. On voyage avec Michel un peu partout. Il nous explique des histoires. C'est vraiment très intéressant. Donc, Promenade dans le temps aussi disponible sur le canal 23. Donc, vous pouvez regarder ça sur le www.tvrogers.com. Avec Michel, comme j'ai dit, on parle du mois du patrimoine franco-ontarien. Il est super occupé ce mois parce qu'il va avoir à participer à plusieurs activités dont on va vous parler après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça passe toujours vite. Là, on va aller aux activités directes. Là, comme ça, on va essayer de faire le maximum. Oui. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Alosodé-Bernardin. Elle va nous parler du couple mixte, de ses enfants. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous informe maintenant sur les activités qui entourent le mois du patrimoine franco-ontarien qui est ce mois de février. Avec moi, Michel Prévost, notre historien et archiviste. Et tu vas me parler d'une activité qui va se faire le 20, donc lundi prochain. Oui, alors j'ai préparé un calendrier chronologique. Merci. Et par le pur des hasards, ça tombe sur mon activité. C'est une conférence sur le canal Rideau, site mondial du patrimoine. C'est à l'Académie des retraités à la cabane en Boiron. Là, c'est du côté de Gatineau, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent la cabane en Boiron. Okay. Et c'est exceptionnel. Il y a un seul site du patrimoine mondial, non seulement dans la région, mais en Ontario. Alors, ça montre l'importance de cette voie, de ce canal historique qui a été construit entre 1826 et 1831 par beaucoup de francophones. Il y a des francophones là, qui sont venus de la vallée du Saint-Laurent pour la construction du canal Rideau et ils sont restés. Alors, c'est pour ça que souvent, et je l'ai déjà dit, quand parfois les francophones, on leur fait sentir qu'ils ne sont pas bienvenus ici. Ils sont pas chez eux. Ben non, je leur dis, savez-vous que les francophones sont ici depuis les premiers jours d'Ottawa, de Bytown, avec la construction du canal Rideau. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'accidents de travail. Il y a eu beaucoup de morts. En fait, un ouvrier sur 6 est décédé. Il y a eu de la malaria. Et en fait, c'est exceptionnel l'histoire du canal Rideau. C'est le plus ancien canal encore en fonction
en Amérique du Nord et il fonctionne à quelques exceptions exactement comme dans le temps du colonel Bay, là, qui était l'ingénieur responsable. Alors, combien de choses fonctionnent aujourd'hui comme au début du 19e siècle, là, et que serait Ottawa sans les écluses du canal Rideau? Alors, ça fait vraiment partie. Et habituellement, à ce temps-ci, on aurait dit, il y a plein de gens qui patinent. Je voulais pas en parler, mais c'est toi qui l'as emmené. Mais on va pas se plaindre. On sait que c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute. C'est Dame Nature qui est pas contente avec nous. Bon. Prochaine activité le 21 février à midi, donc le lendemain, le mardi. Oui, et ça, c'est à midi à l'Hôtel de Ville. Et je vous dirais que c'est l'événement le plus important pendant le mois du patrimoine. Pourquoi? Bien, c'est la ville d'Ottawa qui célèbre le patrimoine, mais je vous dirais particulièrement cette année, parce qu'on a un nouveau maire. Oui. Et ça va être sa première cérémonie pour le mois du patrimoine, là, pour la fête du patrimoine. Et le maire, mais aussi il y a des nouveaux élus, doivent se rendre compte que le patrimoine, ça ne regroupe pas que quelques personnes. Alors, on aime bien là, remplir la salle Jane Piggott pour que le maire et nos élus voient qu'il y a beaucoup de gens à Ottawa qui sont engagés. Oui, exactement, parce que la plupart des organismes ont aussi une table, alors on peut aller les visiter. Bien sûr, il y a toujours la cérémonie protocolaire, là, la déclaration du maire de la journée du patrimoine. Moi, je vais y aller, certain, puis c'est une belle occasion aussi pour rencontrer, et surtout avec la COVID, là, on s'est beaucoup moins vu. Alors, la COVID n'est pas invité, par exemple, là, mais toute la communauté, et c'est pas nécessaire, là, même si vous n'avez pas besoin d'être membre d'un CA pour venir, là. La population, c'est une grande fête populaire pour qu'on puisse tous célébrer cette belle journée, cette belle fête du patrimoine. Ensuite de ça, il y a le 23 février à 13h30, il y a une conférence virtuelle sur l'église Saint-Joseph d'Orléans. Puis je pense que je t'ai dit qu'on en avait parlé brièvement ce vendredi avec Mme Fortier de la SOFO. Oui, alors la SOFO, la Société franco-ontarienne pour le patrimoine et l'histoire d'Orléans. Si Mme Fortier vous a parlé plus de l'église Saint-Joseph, il y a 2 volets à la présentation. Il va y avoir l'église Saint-Joseph, mais il y a aussi l'église Saint-Bernard de Fournier qui a été menacée de fermeture il y a quelques années. Puis il y a un groupe de citoyens qui ont formé les Amis de l'église Saint-Bernard de Fournier, dont M. Lavergne, et lui va donner une conférence sur l'église de Fournier. Qu'est-ce qu'on fait pour la maintenir bien vivante? C'est une église du 19e siècle qui a été décorée parmi les plus grands peintres d'église de l'époque. Et Fournier, c'est isolé, c'est petit. Comment est-ce qu'une petite communauté franco-ontarienne et dynamique va arriver à préserver ce joyau du patrimoine religieux? Alors, c'est tout un défi et M. Lavergne va en parler. Petite parenthèse pour toi, on sort un peu des activités là. Comment les gens font pour préserver tous ces joyaux-là? Parce que ça doit demander du travail, ça doit demander de l'argent, ça doit demander beaucoup de choses. Oui, c'est tout un défi et je reviens toujours au Québec. Il y a le Conseil du patrimoine religieux qui aide financièrement les églises patrimoniales lors des restaurations. Il faut absolument qu'en Ontario, on crée aussi un Conseil du patrimoine religieux. Sinon, il y a beaucoup de ces églises-là qui vont disparaître. Dans l'actualité, actuellement, là, vous avez l'église de Moose Creek. Moose Creek, c'est une toute petite communauté. Puis là, quand on passe en train, là, on voit cette église en pierre monumentale. Mais oui, comment faire? C'est tout un défi. La communauté ne pourra plus continuer à entretenir. Il va falloir que l'État intervienne. Alors, je ne sais pas si M. Ford... Peut-être qu'il entendra quelque part. Je ne sais pas s'il est préoccupé par le patrimoine religieux, mais j'en ai déjà parlé à la lieutenant-gouverneur de l'Ontario, et elle, son père était pasteur, et elle est plus sensible. Alors, on lui a demandé qu'elle parle à M. Ford. Je ne sais pas si elle le fait. Elle a peut-être fait. Est-ce que M. Ford a écouté? Ça, c'est une autre... C'est à venir, c'est à voir. Oui.
On va aller pour une autre activité, 23 février à 17h30. C'est un souper-conférence. Oui, ça, c'est la Société du patrimoine familial francophone de l'Ontario, là, qui est vraiment un organisme qui a quelques années et qui met beaucoup l'accent sur les archives de famille. Et on a une conférencière, Christine Landry-Matamoros, qui va venir parler de ses ancêtres en Nouvelle-France. Alors, c'est un beau souper chez Gabriel là, à Orléans, mais faites juste contacter l'organisme. En fait, tu as tout ça aussi, on peut te contacter, on peut me contacter. Tous les activités dont je parle, si on n'a pas tous les détails, on communique avec l'organisme là, pour réserver. Et je suis certain qu'on va vous accueillir avec grand plaisir. Ben, il va nous rester 45 secondes. Je veux quand même que tu parles du chaînon parce que là, tu l'as. Au moins, on pourrait le montrer. Oui, c'est pour ça, c'est le dernier numéro, mais le 28, on va faire le lancement du chaînon, le beau magazine là, du Réseau du patrimoine franco-ontarien. Je fais partie de ce comité-là et à chaque numéro, on fait découvrir l'histoire, le patrimoine, la généalogie de l'Ontario français. Je t'ai déjà donné un exemplaire. Alors, c'est toujours des numéros très intéressants, très variés. C'est publié 3 fois par année parce que c'est beaucoup de travail et on va le lancer à 19h. En fait, à 18h. Et le 19h, ça va être la remise des prix Roger Bernard. Ça sera le 28 février. Oui, tout ça se fait ensemble, mais à 18h, le lancement du chaînon. Et je ne vous donne pas les sujets, parce qu'il faut participer au lancement et surtout acheter le chaînon ou de venir surtout vous abonner au chaînon. Je vais essayer de tirer les verres du nez à Danielle du réseau quand elle passera ce jeudi. Merci beaucoup, Michel. Bon mois du patrimoine à toi et puis toujours un plaisir de te parler. Ben merci. Puis je vois qu'on s'est mis en rouge pour la Saint-Valentin. Alors, bonne Saint-Valentin également. Merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, il y a tellement d'activités pour le mois du patrimoine franco-ontarien qu'on aimerait vous inviter à aller voir le calendrier du réseau du patrimoine franco-ontarien. Il y a toutes les activités qui sont déjà identifiées là-bas, fait que vous avez toutes les informations sur leur site web. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de cannabis et du lien qu'il y a avec la conduite. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ben, c'est moi qui termine. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Et réalité qu'il existe entre la consommation du cannabis et la conduite automobile. Avec moi, Chantal Valéran, directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et puis, j'aime toujours poser la question,
Pourquoi cette thématique pour février? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les médias? Parce qu'il y a toujours un lien quelque part qui se fait avec toi. Non, pas nécessairement. Je pense qu'en fait, peut-être que je suis plus personnellement touchée par ça. Mon grand garçon a son permis de conduire maintenant. OK. Ça fait seulement quelques mois et c'est une conversation que j'ai eue récemment avec lui. Puis je me suis dit, ça vaudrait peut-être la peine d'amener ça chez mes amis d'entre nous pour pouvoir en parler aussi. Tu as bien raison. Alors, il y a plusieurs mythes qui se font là-dessus. Et puis, je pense qu'on va y aller un par un parce que tu as mentionné, mais il y a des statistiques que tu veux partager avec moi d'abord. Oui, bien en fait, les gens peuvent penser qu'on entend moins parler du cannabis au volant qu'on va entendre parler de l'alcool au volant, par exemple. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation sur l'alcool au volant. Il y a beaucoup d'emphase qui est mis là-dessus, mais depuis qu'il y a eu la légalisation du cannabis aussi, il y a des efforts à faire pour conscientiser les gens que les conduites avec des facultés affaiblies, c'est pas nécessairement seulement avec l'alcool, c'est aussi avec le cannabis. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la substance la plus fréquente chez les gens qui ont eu des collisions mortelles au volant, c'est pas l'alcool, c'est le cannabis. Donc, premièrement, il y a 2 fois plus de chances d'avoir un accident, une collision mortelle en ayant consommé du cannabis que de ne pas en avoir consommé du tout. Mais au-delà de ça aussi, c'est le cannabis est plus présent chez les gens qui sont décédés dans une collision que l'alcool. Ça me fait penser à, tu sais, on avait toujours parlé, toi et moi, une fois à une chronique, je ne sais plus c'était quand, des jujubes. Oui. Fait que les jeunes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est, on en prend, c'est comme un bonbon, tu en prends exactement. 1, 2, j'ai pas d'effet, mais après, si tu conduis, tu peux... Exactement, parce qu'il y a un effet qui est à retardement. C'est ça. Donc, un jeune peut aller à un party, par exemple, prendre un jujube ou 2, puis s'asseoir puis dire, mais c'est plate, j'ai pas de plaisir, je m'en vais chez nous, prends le volant, et tout à coup, oui, l'effet est là, et là, oui, ils peuvent avoir des grands problèmes, là, oui. Donc, 41% croient que c'est correct d'être passager d'un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis. Ça, là? Oui. De façon générale, il faut conscientiser la population, mais nos jeunes, pour dire que ça a un impact sur notre capacité de conduire. Donc, un jeune va dire, ben c'est moins pire d'être passager avec quelqu'un qui a fumé que quelqu'un qui a bu. On est plus... J'ai déjà entendu aussi dire, ben moi, je suis plus concentrée. Quand j'ai pris du cannabis, ça m'éveille plus, j'entends mieux, je vois mieux. Oui, on a entendu ça dans des groupes de discussion pour dire, non, je suis plus concentrée. On n'est pas plus concentré. On peut avoir cette perception-là, mais notre temps de réaction, il y a plein de tests qui ont été faits là. Et puis on regarde les temps de réaction. Les temps de réaction sont allongés, la coordination n'est pas là, et même un minimum de consommation de cannabis peut avoir un impact. Donc, c'est tolérance 0. Si on a consommé... C'est où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations? Heureusement que vous faites des groupes comme ça de discussion pour savoir. C'est ça. Exactement. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors, on va aller avec le premier mythe. C'est moins dangereux de conduire gelé que de conduire ivre. Là, on vient d'en parler tout à l'heure. Donc, on va passer au deuxième. Conduire gelé n'a jamais tué personne. On n'en parle pas aux nouvelles. Et non, c'est dommage. Il y a énormément de statistiques. Je les ai écrites, je ne les sais pas par cœur, celles-là. Mais on voit que, comme je disais, il y a 2 fois plus de risques d'avoir un accident si on a consommé de cannabis, d'avoir un accident mortel. Mais il y a une collision à toutes les heures. Elle n'est pas mortelle, mais il y a une collision à toutes les heures au Canada qui est causée par une consommation de cannabis. Une collision à toutes les heures. Oui. C'est beaucoup. Oui, il y a 12 blessés par jour. Quand ils font le répertoire dans nos hôpitaux de ce qui a été admis, il y a 6 décès qui ont été reliés par mois au cannabis. Donc, le cannabis est présent dans ces collisions-là et c'est pas vrai que on n'en entend pas, parce qu'on n'en entend pas parler, ça doit pas être dangereux. Il y a vraiment un risque. Là, je reviens à ce que tu étais en train de suggérer en tout début. Là, ça serait important que les médias, ou bien, je sais plus, commencent à faire je vais pas dire la promotion, mais commencent à sensibiliser les personnes au fait que avoir du cannabis en conduisant, avoir pris du cannabis en conduisant, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que, OK, une collision chaque 1 heure, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. OK, oui. Bon. J'imagine des jeunes. Là, tu es en train de me faire peur, là. Heureusement que j'ai pas encore quelqu'un... Je te fais souvent peur quand je viens ici. Parce que je m'imagine toujours étant maman, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Oui, bien, c'est de conscientiser, comme à chaque fois que je viens ici, quand je dis, il faut donner toute l'information possible pour que quand
ils auront à prendre ces décisions-là, qu'ils soient conscients, qu'ils aient prévu avant. On peut en parler, mais d'avoir un conducteur désigné, par exemple, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais de prévoir tout ça à l'avance pour justement conscientiser que je ne dis pas qu'avoir bu, c'est une bonne chose, mais c'est au même titre. Au même titre, c'est avoir ça. Bu. Oui. En fait, ne pas être en pleine forme pour conduire, tu ne devrais pas prendre le volant. Tout simplement. Il y a un risque. Puis, je parle de volant, mais il faut faire attention, c'est tout véhicule motorisé. Hein. Donc, c'est un VTT, c'est la moto, c'est un bateau, c'est une motoneige. Donc, être conscient que... Puis, à la limite, je sais qu'on parle de conduite avec faculté affaiblie, donc on pense motorisé, mais prendre un vélo, c'est pas une meilleure idée. Je sais qu'on est encore en hiver, qu'on est au mois de février, mais dire « Ah, je prendrai mon vélo ». Si ta coordination n'est pas bonne, si ton temps de réaction n'est pas bon, tu peux... Ben, tu es dans la rue, tu partages la voiture, tu partages la route avec les autres voitures, peut-être pas une bonne idée. Ça, donc, planifier en conséquence de comment vas-tu te rendre à la maison et pouvoir en parler avec son ado. OK. On va aller avec un troisième mythe. Les policiers... Ça me fait rire. Les policiers ne peuvent pas savoir si je conduis sous l'effet du cannabis. Bon. Alors, au tout début, quand le cannabis a été légalisé, de façon générale, les policiers ont été un petit peu plus... Bien, je veux dire, ils étaient habitués quand même, que ce soit légal ou pas, de pouvoir évaluer si la personne était en pleine possession de ses moyens pour pouvoir conduire. Mais il y avait des systèmes plus installés pour aller vérifier si la personne avait bu. Donc, souffler... les lumières, comme voir des exactement. Dilatées, tout ça. Depuis ce temps, les policiers ont une formation pour voir si la personne a justement consommé, que ce soit du cannabis ou de l'alcool. Il y a des policiers qui sont formés spécifiquement pour ça, qui peuvent être appelés sur les lieux pour pouvoir porter appui à un policier. Mais si on soupçonne qu'il y a des conduites en faculté affaiblie, il y a moyen, avec d'autres moyens, de le savoir. Comme je dis, il y a des tests qui se font, des tests de coordination, etc., etc. Et si on soupçonne, ça peut porter plus loin. Les gens peuvent être demandés d'avoir un test de salive, un échantillon de sang, un échantillon d'urine. Ça dépend. Il y a différentes méthodes. Peut-être pas là, mais qui les ramènent au poste. Mais aussitôt qu'il y a un soupçon, ils ont des façons, ils ont des systèmes et des processus pour pouvoir détecter s'il y a eu consommation de cannabis ou pas. Donc, il ne faut pas dire, bien, je ne boirai pas, parce que si je me fais attraper, si j'ai pris du cannabis, ils ne le sauront pas. Non. Et puis, là, on va prendre une pause, et puis on va revenir après, parce que j'avais une belle question pour toi. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. En fait, je m'apprête à poser la question, et puis Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On fait toujours,
un lien, ou du moins on vous parle des mythes et réalités qui existent entre la consommation du cannabis et la conduite automobile, toute forme d'automobile, toute forme d'automobile, c'est exactement. Et tu as dit quelque chose qui était très intéressant avant la pause, donc on était sur le mythe numéro 3, les policiers ne peuvent pas savoir si je conduis sous l'effet du cannabis. Et tu as dit, les policiers, ils sont très formés pour savoir si vous mentez ou pas. Ils sont capables de savoir exactement si vous avez consommé ou pas. Donc, il ne faudrait pas mentir déjà pour commencer. Il ne faudrait même pas faire ça. Non, mais il ne faut pas aller au volant si on a pris une substance quelconque. Mais les policiers, au-delà de détecter si oui ou non la substance est présente sur vous, sur votre haleine, les policiers sont formés pour savoir si les gens disent la vérité ou pas. On s'en rend pas compte, mais de façon physique, il y a la façon dont on va cligner les yeux, les intonations de voix, on peut être stressé parce qu'on veut pas compter de mensonges, etc. Les policiers sont formés pour pouvoir détecter si votre histoire se tient bien, dans le sens où est-ce que vous étiez ce soir, est-ce que vous avez consommé, avec qui vous étiez, combien de temps vous avez été là, etc., etc. Donc, à un moment donné, si on est moins cohérent, les policiers sont formés pour s'en rendre compte puis poser des questions un petit peu plus. Oui. Donc, il ne faudrait pas s'amuser à ça. Comme on l'a dit, c'est même pas autorisé de prendre la conduite si vous avez consommé quoi que ce soit. Même les jujubes des jeunes. Oui, non, mais toute forme. Puis c'est avec le Code criminel du Canada. Donc, si on enfreint... C'est la tolérance zéro, surtout avec les jeunes conducteurs, ne sont pas supposés d'avoir aucune trace d'alcool ni de cannabis. Et de dire, ça c'était un de mes mythes aussi, là, de dire, mais c'est pas grave dans le fond. Si je me fais prendre puis j'ai pas vraiment beaucoup consommé, ils vont me donner un avertissement puis après ça, là, je le ferai plus. Ça fonctionne pas comme ça. Le Code criminel du Canada, c'est que la peine minimale à avoir, donc le minimum que s'il détecte que vous conduisez avec des facultés affaiblies, c'est 1 000 $ et la suspension du permis pendant 1 an. J'ai entendu la réalisatrice qui a crié « Oh, ça veut dire que c'est une information que beaucoup de personnes n'ont pas. » Oui. Donc, si vous vous faites prendre au volant et vous avez consommé du cannabis, c'est 1 000 $ minimum, puis on vous suspend. Vous n'avez pas le droit de conduire pendant 1 an. Donc, c'est à bien penser. C'est pas juste une question de dire, je vais m'expliquer, puis je vais dire que j'ai pas fait par exprès, puis que je reste juste au coin de la rue. Et puis, ça me ramène toujours au conseil que tu donnes pratiquement tout le temps aux parents et aux enfants. C'est vraiment la prévention. Si tu as fait quelque chose, tu vas à un party, qu'il s'est passé quelque chose, appelle toujours ton parent. En tout cas, tu demandes toujours d'avoir un plan B quand il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Un plan B puis un plan C. Parce que, mais dans le sens où, je parle souvent des conducteurs désignés. Alors, tu as prévu que c'est le tour de ton ami ne consommera pas. Comment peux-tu être sûr à la fin de la soirée, si toi, tu as fait la fête, si ton ami... Tant mieux s'il ne l'a pas fait, mais il faut vraiment être assuré que ton ami est correct pour conduire. Et dans le cas... Fait que là, ça, c'était mon plan, mais là, si ce plan-là ne fonctionne pas, est-ce que je peux téléphoner papa-maman? Est-ce que je peux me téléphoner un taxi? Puis en parler avant. Justement, être capable de dire, OK, si tu avais dit que ton ami Nicolas allait te ramener à la maison puis que Nicolas n'est pas en état, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Est-ce que tu peux coucher là? Est-ce qu'il y a des parents responsables qui sont sur les lieux de la fête? Est-ce que c'est possible pour toi puis on peut aller te chercher le lendemain? Est-ce que tu peux prendre un taxi, comme je disais? Même parler, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de prendre le transport en commun? Moi, je pense personnellement que ce n'est pas une bonne idée. Ça dépend avec qui ils sont accompagnés, puis ça dépend de la longueur. Mais dans un état d'ébriété, est-ce que ça serait une bonne idée d'aller prendre, par exemple, l'autobus pour se rendre à la maison? Mais être capable d'en parler, puis de voir, OK, peut-être que ça, c'est pas un bon plan. Puis d'examiner ensemble quelles sont les options. Donc, encore une fois, quand notre enfant sera dans cette position-là, sera en mesure d'aller dans sa mémoire puis de dire, voici les options qu'on avait regardées ensemble. Même avec tes conseils de prévention, là, je pense toujours à ma situation de future maman. Et puis, je pense que je vais venir cogner à ta porte. Là, Chantal, qu'est-ce que je fais? Alors, on va aller avec le dernier mythe, c'est si j'attends 1 heure après avoir fumé, je peux conduire sans danger. On vient de le dire là. Non, pour différentes raisons. Oui, fumer par rapport aux produits comestibles, comme on a dit, les effets sont différents. Mais on dit que ça peut prendre jusqu'à 5 heures quand on a fumé, tout dépendant, encore une fois, de la quantité à laquelle je l'ai pris, puis de mon exposition, etc. Mais ça peut prendre jusqu'à 5 heures à ce que ça parte. Fait que je voudrais pas envoyer le message de dire, si vous fumez un joint, attendez 5 heures, puis après ça, prenez votre auto. Si vous fumez un joint, prenez donc pas votre voiture, s'il vous plaît.
Bon, fait que ça, c'est établi. Ça, c'est dit. Mais c'est pas vrai qu'il faut attendre 1 heure. Puis dans le cas des produits comestibles, il y a des tests qui ont été faits qu'on était capable de détecter des traces de cannabis jusqu'à 12 heures après dans le système de certains gens par rapport à la consommation, par rapport à la quantité qu'ils avaient consommée. Donc là, c'est pas des choses à faire. Alors, on récapitule pour refaire notre chronique d'aujourd'hui. Il faut pas prendre auto, vélo, moto, tout ce que vous voulez, tout ce qui est conduite. Ne touchez à rien si vous devez consommer. Et surtout pour les jeunes. Là, on parle souvent des jeunes parce que c'est jeunesse sans drogue, mais je pense que c'est une chronique qui va intéresser aussi les personnes adultes qui pensent, par exemple, que c'est pas grave si je me fais arrêter, je vais simplement avoir un avertissement. Non, on vient de voir qu'il y aura une amende de 1 000 $. Oui, une suspension du permis. On peut penser aux gens qui ont besoin d'un permis de conduire dans le cadre de leur travail, qui, par rapport aussi, vont avoir un dossier avec le code criminel. Ça amène beaucoup de problèmes. Non. Donc, prévoir à l'avance. Si vous voulez faire la fête, prévoyez comment vous allez vous rendre ou non. Donc, vous rendre à la maison de façon sécuritaire ou vous allez demeurer sur place. Vous allez dormir là. On se réveille le lendemain, on prend un bon café, puis là, on va être en mesure de pouvoir rentrer à la maison. Il va nous rester 2 minutes. Est-ce que tu pourrais nous parler des outils qui sont disponibles en ce moment sur le site Web et pour les parents et pour les jeunes? Avec grand plaisir. Donc, on a plein d'outils, des feuillets comme celui-là que je viens de vous parler aujourd'hui, un 4 pages sur mythe versus réalité. C'est toujours le fun aussi d'aller voir les statistiques avec nos jeunes, puis de tester, voir si c'est cette perception-là qu'ils avaient. Donc, ces outils-là existent, mais si on a besoin d'aide un peu plus personnalisée, puis qu'on se sent intimidé, puis qu'on dit, ben moi, je soupçonne que mon jeune consomme, je pense que c'est fait de façon problématique, je sais pas comment aborder la question. On a un outil de clavardage avec des professionnels de santé mentale qui sont là 24 heures sur 24. Donc, venez sur notre site à jeunessesandroguecanada.org où est-ce que vous pouvez aller clavarder avec un professionnel de la santé. Vous pouvez téléphoner aussi pour parler directement avec un professionnel de la santé. Et dans l'optique où vous avez besoin d'un suivi plus soutenu, vous pouvez être référé à un psychologue avec 5 sessions gratuites qui peut vous accompagner. Ça, c'est une information que j'avais pas. Oui. Oui, on n'a jamais parlé des services un peu plus oui, en donc profondeur. On a lancé ça cet été. OK. Donc, c'est pas mal nouveau. C'est très bien, oui. Mais c'est dans un souci aussi de savoir que maintenant, il peut avoir, tout dépendant d'où est-ce que les gens habitent, il peut avoir de 12 à 24 mois de temps d'attente sur une liste d'attente pour avoir accès à un professionnel de la santé, surtout en santé mentale. Donc, nous, pour aider à combler cet écart-là, on invite les parents à venir et ils peuvent avoir cette aide-là de façon gratuite. Wow, bravo. Oui. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Très bonne nouvelle. C'est la journée de l'amour, donc elle nous envoie des bonnes nouvelles remplies d'amour pour les parents, surtout pour vous. www.jeunessesandroguecanada.org, c'est le site web à visiter si vous avez besoin de plus d'outils pour vous accompagner à entamer des discussions assez difficiles souvent, mais qui sont possibles à faire avec les outils que Jeunesse sans drogue vous partage sur le site web que vous voyez à l'écran en ce moment. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'amour, mais sous un autre angle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit avant la pause, on va parler d'amour, mais sous un autre angle qui va sûrement vous intéresser. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Je suis sûre que beaucoup ont fait des projets. Avec moi, Shiraz, qui est coach et auteur. Écoute, j'aime tellement le sujet que tu veux qu'on discute, c'est les compromis à la base. Mais avant de rentrer dans ça, je veux dire que deux personnes qui s'aiment, qui se mettent ensemble, elles sont à la base même différentes. Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire que c'est ça que c'est la vie. Oui, absolument. Moi, j'aime bien schématiser ça avec deux cercles. Il y a un cercle, et puis un autre cercle, ils se rencontrent, et puis il y a une union. Mais il y a aussi d'autres endroits où il y a des différences, en termes de préférences. Donc c'est ça qui fait la richesse de la vie, mais en même temps, certains défis. Et puis ça me pousse à penser, ton sujet d'aujourd'hui me pousse à penser que, j'entends ça des certains aînés, « Oh, la jeunesse d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire des compromis, parce que dès qu'il y a un petit couac, dès qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, je me sépare. » Alors qu'aujourd'hui, tu vas nous apprendre à faire des compromis que tu appelles des compromis gagnants. Oui, c'est ça. Alors, on va partir avec la première question. C'est quoi un compromis pour toi? OK. Je vais le définir avec mes mots d'une manière simple. Pour moi, un compromis, c'est une entente mutuelle qui va, dans le meilleur des cas, satisfaire les deux, et dans le pire des cas, ne plaire à personne, mais ne léser personne. Ne faire de mal à personne. Donc ça, c'est le compromis. Bon, c'est vrai que la deuxième partie, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Bon, c'est pas vraiment le fun. Disons qu'on préférait des opportunités où on est vraiment enthousiaste, où on a vraiment les yeux qui pétillent. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre quelques exemples concrets pour illustrer. Je ne sais pas si tu es d'accord, pour qu'on prenne des situations. Ça va nous aider. Bon, alors, on va prendre une situation où une personne désire sortir se promener et l'autre a tellement peur de lui dire non qu'elle va y aller par peur du conflit, pour éviter qu'il y ait une mauvaise ambiance. Ça arrive tellement souvent. Ça arrive souvent. Est-ce que ça, c'est un compromis acceptable? On n'est même pas arrivé encore au compromis gagnant. La dernière fois qu'on a parlé, à l'émission ici, tu nous parlais de, peut-être, je vais paraphraser, mais tu parlais de s'honorer. Oui. Donc, je me dis, si tu me poses la question, non, c'est pas un compromis acceptable en ce moment-là. Mais je partage ton avis aussi, parce qu'effectivement, dès qu'on sort de notre endroit où on est bien, ou au minimum, on n'est pas lésé, là, on est vraiment dans le domaine de l'inacceptable. Et pour moi, c'est pas un compromis acceptable, effectivement. Et je trouve... je sais pas comment poser ma question, mais on dit que quand on est en couple, on doit pas prioriser l'autre, je veux pas dire ça, mais essayer de faire plaisir aussi à l'autre. Faut pas être la personne qui casse l'atmosphère, tu sais, qui casse la joie, un rabat-joie, une rabat-joie, donc. Exactement. Et on va prendre donc justement la deuxième situation, ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Disons par exemple que une personne désire faire du tri, du rangement, un peu de feng shui à la maison, et puis son partenaire, ça ne va pas le déranger, au contraire, même ça va lui faire plaisir de lui faire plaisir. Donc ils vont faire ça ensemble. Mais réellement, le cadeau, il est pour la personne qui avait envie de faire du tri et du rangement. Alors est-ce que ça, c'est un compromis acceptable, à ton avis? Je pense que oui, parce que la personne se dit, je veux le faire. Exact. Pour faire plaisir à l'autre. Ça part d'une bonne intention, je pense. Exactement. Là, on est vraiment dans un beau compromis où l'autre va avoir un cadeau, et puis son partenaire ne va pas avoir de cadeau, mais ça va lui faire plaisir même à la limite que l'autre soit en train de prendre le cadeau. Donc ça, c'est une belle situation. Alors, tu as pris de très belles, je vais dire, de très belles illustrations. Et puis là, on va arriver à ce que tu appelles le compromis gagnant. Parce que là, on a parlé un peu d'un compromis acceptable ou pas acceptable, mais c'est quoi celui qui est gagnant, le compromis? Alors, ça, c'est ma vision et c'est ma vérité, donc ça m'appartient pleinement. Mais pour moi, le compromis gagnant, c'est lorsque on fait
une fois quelque chose pour toi et une fois quelque chose pour moi. Mais à condition que ça ne lèse ni l'un ni l'autre. Okay. Donc si par exemple on va aller courir ensemble, moi ça ne me dérange pas et toi tu adores faire ça, le cadeau il est pour toi et moi je viens avec toi. Je partage ça, je te permets d'avoir ce cadeau-là. Et le lendemain, on va faire le contraire. Tu vas venir avec moi, je sais pas, moi, faire du patinage sur glace. Et puis, moi, je vais être très heureuse. Et puis, toi, ça ne va pas te déranger. C'est comme ça, pour moi, que je vois le compromis gagnant. C'est cette danse, cette réciprocité. Une fois pour toi, une fois pour moi. Je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis parce que en même temps, même si je ne suis pas, si on part dans les premiers exemples que tu as donnés, toi, tu veux aller, on va dire, tu veux aller courir et que moi, je ne veux pas aller courir. Je le fais pour toi parce que je sais que demain ou après-demain, moi qui aime aller danser, tu vas m'accompagner à aller danser. Donc, j'ai une certaine motivation à te faire plaisir. Oui, c'est ça la réciprocité et l'équilibre. Mais on va dire que effectivement, tu as parlé de ça tout à l'heure, si la personne veut toujours que le cadeau soit pour elle, là on va rentrer plutôt dans une forme d'égoïsme, beaucoup plus qu'un équilibre dans la relation. Donc oui, c'est cette danse, une fois pour toi, une fois pour moi. C'est comme ça que je vois le compromis gagnant. Et vu qu'on est dans le contexte de la Saint-Valentin, ce que tu es en train de dire là me rappelle une vidéo que j'ai vue sur Instagram, une vidéo pour des couples. Et c'était trop drôle. Le monsieur, il disait comme ça aux femmes que les femmes aiment penser pour les hommes. Par exemple, pour le cadeau, vous avez demandé à votre conjoint « Qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin ?» Le monsieur, il t'a dit « Tout ce que je veux pour la Saint-Valentin, c'est un très bon dîner et du bon vin. » Et la femme, elle dit « Non, je pense qu'il a dit ça juste pour me calmer. Je vais aller faire des grosses affaires, une grosse montre qui coûte super cher, un beau sac, une belle chaussure. » Puis il disait comme ça, c'est bien beau, mais il faudrait apprendre à écouter les besoins de l'autre. Souvent, les besoins minimes, là, c'est ça que les gens ont besoin. Exactement. Et en fait, moi, je parle de communication authentique. C'est d'être au clair avec ce que je désire et ce que l'autre désire et d'être à l'écoute aussi. La communication, c'est aussi de l'écoute. Et quand on est vraiment dans cet échange authentique, de dire, par exemple, tu sais, quand on fait cette activité-là, pour moi, c'est neutre. Ce n'est pas que ça me fait vibrer. Donc, je le fais vraiment pour toi. C'est tellement... ça paraît bizarre d'en parler comme ça, mais au final, c'est tellement gratifiant que, disons, ça va plutôt développer la gratitude, parce que quand je sais que mon partenaire fait ça pour moi, alors qu'il n'en tire pas vraiment de bénéfice, ça me permet de développer la gratitude et de prendre conscience de toutes ces petites choses qui se font. J'aurais besoin de ton expertise en tant que coach, mais je pense qu'on va continuer ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Parce que ce que je me demande, c'est que... Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous aide à faire des compromis gagnants dans votre couple. Avec moi, la coach et auteure Shiraz Gayeb. Et avant la pause, tu disais quelque chose d'assez intéressant. Tu disais que c'était important pour une personne qui faisait une activité dans son couple pour faire plaisir à l'autre, de lui mentionner que ce que je fais, c'est juste pour te faire plaisir, sinon à moi, ça ne m'apporte rien. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que quand tu dis ça à ton partenaire en face ne va pas se sentir mal au point de se dire, OK, je ne l'inviterai plus pour ne pas la déranger? Oui, alors ça, c'est une excellente question parce que nous sommes très nombreuses et probablement très nombreuses et très nombreux à être dans cette situation-là où on a du mal à recevoir. Voilà, parce que l'être humain, il aime donner, il aime recevoir, les deux en même temps. Et toute l'histoire, c'est une question d'histoire d'équilibre. Mais lorsqu'on a du mal à recevoir, on a une facilité à donner. Et si moi, ça ne me dérange pas, mais que je n'en tire pas un bénéfice, mais que toi, ça te fait très plaisir, ben, je vais y aller avec toi parce que voilà, ça me fait plaisir que tu aies du plaisir. Mais dans le sens inverse, tout de suite, on culpabilise. Oui. Et en fait, cette culpabilité, elle est vraiment ancrée dans la difficulté de recevoir, de s'autoriser à recevoir avec gratitude sans se sentir redevable. Ça, c'est un travail de longue haleine. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens, mais c'est un travail surtout pour les femmes. Et puis, tu as parlé du compromis gagnant. Aujourd'hui, c'est notre chronique d'aujourd'hui ou notre discussion. Et ce que tu dis, c'est que le compromis gagnant, c'est que je fais quelque chose pour mon partenaire, il fait quelque chose pour moi. Chacun tire son bénéfice et on s'accompagne mutuellement. Mais tu vois aussi le compromis gagnant sous un angle énergétique. Je veux comprendre ça. Oui, parce qu'en fait, quand je parle de ça, souvent, on a tendance à me dire, mais on ne va pas commencer à faire des listes et des fichiers Excel pour calculer qui donne et quand. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Cette réciprocité, elle est énergétique. C'est un ressenti. On le sent. On le sent, ça ne s'explique pas avec la tête ni en faisant des listes. Donc, quand je fais une activité qui me ressource, qui me requinque, qui me donne de l'énergie positive, ça va nourrir mon énergie, ça va la renforcer, mon énergie. Et ça, je le sens dans le corps. Quand je fais une activité qui me rend triste, qui me frustre, qui me dérange, là, je vais avoir mon énergie qui va s'affaiblir et qui va être drainée. Et là aussi, je vais le sentir dans le corps. Et quand je fais une activité neutre, mon corps il va rester neutre, c'est-à-dire ni je vais être fatiguée, mais ni je vais être requinquée. Et donc déjà, rien qu'entre nous et nous-mêmes, d'apprendre à faire la différence entre ces trois éléments. C'est un travail personnel à la base. Exactement. Et donc, du coup, quand je suis dans une énergie forte, ça veut dire que le cadeau est pour moi. Quand mon énergie est affaiblie, le cadeau est pour l'autre. Et quand c'est neutre, eh bien, tout va bien. Là, c'est vraiment une belle zone de compromis. Donc, ce qu'on doit chercher, en fait, c'est de balancer notre énergie au niveau neutre, de sorte à ce qu'on se dise, OK, je donne, mais ça ne me retire rien en matière d'énergie. Voilà, parce que sinon, on tombe dans le sacrifice, dans les concessions, et là, ça devient douloureux. Je ne sais pas si tu as certaines amies dans ton entourage, mais moi, j'entends souvent, je donne, et puis je ne reçois rien, et je suis fatiguée de donner. Tout ça, c'est des signaux du corps. Et à ce moment-là, communication authentique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'autre ne peut pas deviner. C'est sûr. Quand on a du mal à recevoir, on a tendance à vouloir que l'autre devine ce qu'on désire. Mais l'autre ne peut pas deviner. Donc, si lui pense qu'en faisant, par exemple, du patinage, on en tire du bénéfice tous les deux, alors que moi, je ne dis rien, et je dis oui, mais il ne peut pas deviner que je ne suis pas en train de me nourrir énergétiquement. Donc, tout est une question de ressenti énergétique pour que dans la relation, l'énergie puisse circuler librement et harmonieusement. C'est comme ça qu'une relation peut être saine et équilibrée. Ça me fait penser à toutes ces personnes-là qui disent qu'avant de se mettre en relation amoureuse, il faudrait apprendre à se connaître soi-même, à s'aimer soi-même, parce que, imaginons un cas de figure où tu demandes à ce que l'activité qu'on fait avec notre partenaire, même si c'est juste pour faire plaisir à l'autre, on soit dans une énergie neutre, c'est-à-dire que ça ne nous enlève rien du tout. Oui. Mais quand ça nous enlève quelque chose, on n'a pas envie de le faire, ça nous rend triste, ça nous rend malheureux. Oui. Je pense qu'il faudrait le dire à l'autre et ça va demander du travail à l'autre de se dire, moi, je peux faire ça tout seul, sans elle.
ou sans lui. Oui, absolument. C'est pour ça qu'en fait, il y a une hiérarchie aussi de désir. Parce que si mon désir le plus élevé, voilà, si mon désir le plus élevé, c'est d'être avec l'autre, je vais accepter des choses. Et des fois, je vais accepter des choses qui vont drainer mon énergie et je ne vais pas me sentir bien à la fin. Donc, toute l'importance d'être conscient de ce qui se passe en nous. C'est ça. Je suis en train de faire ça parce qu'il y a ce désir qui est encore plus important et qui va me mener à prendre cette décision-là. Parce que finalement, l'autre, il n'exige rien, il n'oblige à rien. C'est nous-mêmes qui se mettons. Okay, ouais. Absolument, absolument. Alors, ton conseil pour trouver un compromis gagnant, un bon compromis gagnant, surtout pour cette journée de Saint-Valentin? Donc, en fait, moi, je dirais 3 étapes. OK, on va aller avec la première avant d'aller à la pause. Oui. Première étape, arrêtez d'essayer de couper la poire en deux. Si je veux aller à droite et que l'autre veut aller à gauche et qu'on se retrouve au milieu, bah, c'est pas le fun. Hein? Je veux dire, personne n'est en train de prendre de cadeaux. Deuxièmement, de faire cette entente de cette danse-là. Donc, une entente réciproque, une fois pour moi, une fois pour toi, etc. Et puis, le troisième point, qui est très important, c'est de garder toujours à l'esprit cette question. Pour qui est le cadeau? Parce que si moi, je veux que mon partenaire fasse du sport et je lui offre pour la Saint-Valentin un équipement de sport, le cadeau, il est pour moi, il n'est pas pour lui. Donc voilà. Là, t'envoies une bonne claque, surtout pour les cadeaux de Saint-Valentin. Écoute, je vais te garder avec moi. Je vais garder notre coach et auteur avec moi parce qu'après la pause, elle va rester avec moi pour clore l'émission. On pourrait vous donner des petits conseils, des petits tips pour la fête de la Saint-Valentin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça, c'est un message qu'on peut continuer. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir 2 grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beechwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière Bellevue dans le secteur d'Aylmer, où reposent les pionniers de ce secteur. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, j'ai rendez-vous avec Cathy Vallière, la chanteuse du groupe rock alternatif de l'Ontario français, Règlement 17. Venez découvrir la musique. Pour circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des compromis gagnants que vous devez faire absolument dans votre couple. Et pour la Saint-Valentin, notre coach Shiraz Gaïeb, je pense que tu as un message pour les amoureux de cette journée-là. Bon, oui, je vais partager un petit tip comme ça. Pour moi, la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir, c'est le temps. Donc, ce que j'ai envie de proposer aux personnes, c'est d'offrir 1 minute de leur temps à leur partenaire. Juste une? 1 minute, ça suffit. Elle est longue, la minute, hein, quand on ne parle pas et on n'interrompt pas l'autre. Donc, 1 minute juste pour l'écouter sur les priorités et les choses importantes pour lui dans sa vie. Et inversement. Et inversement. Merci beaucoup. Je pense que ton livre, il est disponible sur ton site web. Tu offres aussi des consultations. Donc, on va inviter les gens qui nous regardent. Que vous soyez en couple ou pas en couple, là, elle parle avec tout le monde. Alors, vous pouvez la rejoindre au www.shirazgaib.ca. C'est son site web. Écoutez, je vais encore une fois vous souhaiter une très bonne fête de l'amour. Profitez de vos moments entre amoureux, en famille, peu importe les personnes. Là, c'est la fête de l'amour en général.
général. Profitez-en. Nous, on sera de retour demain à partir de 11h. Demain, je vais parler avec la spécialiste en relations publiques, Marie-Chantal Baguia, du lien entre les médias et les OBNL, et on aura d'autres invités. On se voit demain. Bye bye. C'est bon. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.